Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de Ins and Out Ecosystem Building. On est très content et ravis de recevoir Flore Ignel avec nous, déléguée générale de Willa, l'incubateur spécialisé dans l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, je te remercie, Flore, pour ton temps et ton engagement. C'est super pour nous parce que l'entrepreneuriat féminin est au cœur de nos préoccupations et de nos challenges actuels dans l'écosystème tunisien. L'écosystème qui démontre beaucoup de dynamisme, où c'est vibrant avec plein de choses qui s'y passent, une loi qui a été votée qui change pas mal des choses, beaucoup de programmes d'accompagnement de qualité, etc. Le résultat est là, les femmes ne sont pas forcément bien représentées. On les cherche, on sait qu'elles ont les capacités, elles ont les talents, elles ont fait les études pour, si on considère que c'est nécessaire, mais on sait aussi que pour faire une start-up, c'est pas forcément technologique et qu'il faut avoir un background en maths et physique, mais après on les perd, on les retrouve plus. Donc je vais faire un rappel des chiffres de l'année dernière en 2020. On a vu une représentation des solo founders, des female solo founders à 5% de la population des startups tunisiennes, et les startups avec des équipes mixtes de fondateurs, donc hommes et femmes, s'élèvent à 30%. Donc nous, on considère que le quota peut-être de 30% n'est pas forcément alarmant, mais on souhaite renforcer la position de la femme dans ces équipes mixtes. On souhaite renforcer son leadership dans ces équipes mixtes. On souhaite se questionner pourquoi elle va peut-être toujours avoir le deuxième rôle, pourquoi elle est en second plan, pourquoi elle a souvent une casquette bien déterminée à jouer dans des startups. Si c'est un choix conscient et assumé et vraiment un choix exprimé par cette femme fondatrice, c'est très bien. Si c'est quelque chose d'un peu plus imposé, on souhaite quand même y apporter un changement. Donc un changement de conscience, un changement de positionnement, de confiance en soi pour jouer pleinement son rôle, le rôle qu'elle aurait souhaité faire. Donc à travers l'incubation et l'accompagnement, lui donner tous ces armes-là, toutes ces armes, ces outils pour bien se positionner dans l'écosystème. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. On est vraiment ravis de t'avoir, Flore, avec nous et d'en savoir plus sur Willa qui exerce donc depuis 5 ans et qui fait, où on voit, donc tu m'as dit qu'il y avait des résultats déjà sur terrain que vous voyez, donc c'est génial. Et donc, aujourd'hui en Tunisie, il y a beaucoup de programmes qui souhaitent aussi offrir donc une proposition programmatique spécialement pour les femmes. Et donc, on est tout de suite pour apprendre des best practices de Willa et de pouvoir peut-être les appliquer en Tunisie. Donc, the floor is yours, Flore, et merci encore. Merci à vous de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'être là pour vous partager effectivement ce qu'on sait faire chez Willa. Donc, nous, on est basé en France, donc il y aura peut-être des spécificités par rapport à la Tunisie qu'on n'aura pas. Mais nous, on s'est créé en 2005, donc ça fait 16 ans qu'on existe. Quand on s'est lancé, il n'y avait que 5% de solo founders female. Et aujourd'hui, on peine à dépasser les 10%. Effectivement, sur les équipes mixtes, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, nous, c'est un petit peu plus faible en France. Mais il y a quelques bonnes pratiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Willa, ce qu'on fait, qui on est, et ensuite de vous partager quelques best practices qu'on a mis en place et qu'on a essayé de processer au fil des années. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. L'objectif, c'est qu'au bout des 2 heures qu'on va passer ensemble, vous ayez des clés, des leviers d'action à mettre en place pour faire qu'on ait plus de femmes entrepreneurs. Donc, pour garder une trace de tout ça, je vous ai préparé une présentation qui sera peut-être plus facile. Alors, par contre, je ne peux pas partager du coup mon écran. Je ne sais pas si je pense que je n'ai pas les droits. Attendez, je vais voilà, tous les panélistes, je suis désolée, j'ai oublié de changer ça. C'est bon, normalement. Voilà. Hop. Normalement, c'est bon, vous voyez mon écran. Hop, top.
Super. Donc, nous, Willa, donc, on existe depuis 16 ans et notre mission, c'est de donner le pouvoir aux femmes d'entreprendre. Donc, on va accompagner des projets portés par des femmes et des projets innovants portés par des femmes. Et par notre méthodologie, par des programmes d'accompagnement et d'empowerment, on va les aider à développer, à se lancer dans l'entrepreneuriat et à développer leur entreprise. Alors, avant d'attaquer, je voulais simplement quand même vous resituer qui j'étais et pourquoi aujourd'hui j'étais parmi vous pour vous parler d'entrepreneuriat féminin. Moi, de formation, je suis ingénieure agronome spécialisée en agroalimentaire, donc j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Et comme beaucoup de femmes aujourd'hui, je ne me retrouvais plus forcément dans mon quotidien et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai développé une entreprise pendant 6 ans et quand j'ai décidé de l'arrêter pour différentes raisons, je me suis dit que j'avais envie de partager mon aventure, mon expérience avec les hauts et les bas, les difficultés, parce que c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est un combat presque tous les jours, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, pour développer une entreprise. Et donc, j'ai voulu mettre à profit mon expérience, mes compétences dans un incubateur, dans une structure d'accompagnement. Et donc, ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille au sein de Willa. Je suis rentrée en tant que chargée d'accompagnement et aujourd'hui, je suis à la tête de l'association. Et mon combat au quotidien, c'est de faire qu'on ait beaucoup plus de femmes à la tête de start-up, parce qu'aujourd'hui, c'est important qu'on ait un écosystème entrepreneurial beaucoup plus représentatif de la société dans laquelle on vit, donc qu'elle soit beaucoup plus diverse et inclusive, donc notamment en genre, mais pas que. On ait des profils qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous, en tout cas en France, le profil type de l'entrepreneur, et vous pouvez échanger avec n'importe qui, on vous dira la même chose, c'est un homme blanc d'une trentaine d'années qui a fait des études, peut-être d'ingénieur ou technologique, mais pas forcément, mais qui a fait des études. Et aujourd'hui, c'est important de varier ce profil. Il ne faut absolument pas l'éliminer, mais il faut le varier. Parce qu'aujourd'hui, dans l'innovation, dans la technologie, on est en train de créer les innovations de demain et on est en train de créer le quotidien de tous. Et donc, c'est important qu'on évite tous les biais qu'on peut avoir. Donc, je suis bien sûr impliquée dans l'écosystème entrepreneurial en France et principalement sur l'inclusion en genre. Donc, je suis membre d'un collectif Femmes et Mixité et je suis membre d'une association qui regroupe l'ensemble des structures d'accompagnement en France qui s'appelle La Boussole. Donc aujourd'hui, je prévois de vous parler un peu Willa, qui on est, notre accompagnement, nos piliers d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un focus depuis 16 ans sur les femmes et je pense que tu l'as bien initié en introduction, mais on pourra rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Et puis enfin, là où on passera le plus de temps, c'est sur les bonnes pratiques. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir, poser vos questions. Du coup, tu pourras me les relayer et je tâcherai d'y répondre comme je peux avec mon prisme français. Alors, sur le contexte en France, on a un écosystème qui est très peu mixte, puisqu'aujourd'hui, on n'a qu'un CEO sur 10 qui est une femme. Et pourtant, une équipe mixte, elle est 63% plus performante. Donc, une équipe mixte d'associés, de cofondateurs, cofondatrices est plus performante qu'une équipe composée que d'hommes ou que de femmes. Il y a des enjeux économiques, puisque inclusion, diversité, c'est synonyme de performance, c'est synonyme d'innovation. Et ça répond bien sûr à un principe d'égalité fondamentale. Donc, c'est important que des acteurs comme vous prennent en main le sujet et fassent qu'on ait un écosystème plus inclusif et plus représentatif de notre monde. Et donc, oui, là, nous, ce qu'on fait, ce sont des programmes d'accompagnement qui ont pour but d'accompagner des projets innovants et donc de créer un entrepreneuriat plus inclusif grâce à la mise en avant de rôle modèles, grâce à des programmes d'accompagnement et grâce à la mise en place d'un réseau. Quelques chiffres sur l'association. Donc 16 ans d'existence, on accompagne par an à peu près 70 startups qui sont toujours fondées ou cofondées par une femme. On travaille aussi sur l'émergence de projets portés par des femmes, donc sur de l'idéation. On accompagne un peu plus de 200 femmes par an. On a un taux de pérennité des startups qu'on accompagne, donc des startups qui, après notre accompagnement, existent à 3 ans de 85%, ce qui est assez élevé. Et on s'appuie via nos programmes d'accompagnement sur un réseau d'experts, de mentors et de coachs qui vont accompagner les startups, puisque ce n'est pas nous, équipe opérationnelle de Willa, qui faisons l'accompagnement. Ici, on vous présente quelques exemples d'alumni qu'on a accompagnés. Tout ça pour montrer, donc, ce sont des femmes, donc c'est bien sûr le prisme de Willa, mais qu'on accompagne tout type de profil. On a des personnes qui sortent d'école et qui ont à peine 20 ans
Il y a des personnes qui ont plus de 60 ans et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des freins qui sont différents aussi en fonction de la génération. On a des personnes qui ont fait des études, on a des personnes qui sont totalement autodidactes, qui n'ont pas de background et qui sont formées sur le tas. On a des personnes qui viennent de quartiers difficiles, on a des personnes qui font partie des CSP+, comme on dit. Donc, un profil non type, un profil le plus divers possible, simplement une femme qui porte un projet innovant et qui a un projet de start-up, c'est-à-dire qui va aller chercher de la croissance et même de l'ultra-croissance. Sur l'accompagnement de Willa, nous, on est basé vraiment sur l'humain, parce qu'avant même d'accompagner le business, c'est l'humain, et ça, c'est vrai, quel que soit le profil de l'entrepreneur. Apprendre à faire un business plan, par exemple, on peut trouver des formations, on peut même trouver des formations gratuites sur Internet. Par contre, savoir quelle hypothèse je vais mettre dans mon business plan, est-ce que je prévois de lever des fonds, est-ce que je prévois de créer une équipe de 10 personnes à la fin de l'année, ça, c'est des questions qu'on va pouvoir challenger et qui sont basées sur la vision que j'ai en tant qu'entrepreneur et la vision que j'ai pour mon entreprise et mes valeurs. Donc, chez Willa, on a 3 trames de programmes d'accompagnement qui sont adaptés en fonction de la maturité du projet. On a un format émergent pour passer de l'idée à l'action. On a un format accélération pour développer son concept et trouver le bon business model. Et on a un format croissance pour scaler le modèle et partir à la conquête de son marché. Donc, sur le format émergent, ce sont des formats qui sont réservés chez nous uniquement pour des femmes, parce que, on en parlera juste après, il y a des biais féminins sur lesquels on va accompagner spécifiquement. Et donc, c'est important sur des formats d'idéation d'être avec des groupes 100% féminins. Donc, c'est des formats entre 3 à 8 semaines avec des bootcamps qui ont un double objectif. Un, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir entrepreneur? Donc, c'est tester sa fibre entrepreneuriale. Et 2, j'ai une idée ou un début de projet. Est-ce que cette idée pourrait devenir une entreprise? Et ça pourrait être une entreprise rentable. Donc, sur ce format-là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va travailler avec des acteurs de l'écosystème en France qui nous permettent de sourcer des profils qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on travaille, par exemple, nous, avec Pôle emploi, qui est un organisme qui soutient les femmes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, on va les aider à créer leur propre emploi en devenant entrepreneurs. On va travailler aussi avec des missions locales qui accompagnent des jeunes filles issues de 18 à 25 ans, issues des quartiers difficiles, pour les aider, encore une fois, à créer leur propre entreprise et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on va travailler aussi avec des profils qui sont surqualifiés. On va travailler avec des chercheuses et des doctorantes dans la deep tech. Et pareil, c'est j'ai une innovation, comment est-ce que je peux la valoriser? Je peux la valoriser notamment en créant une entreprise. Donc, sur ces formats d'émergence, on accompagne un peu plus de 200 femmes par an. Et en 2021, nous, on a pour objectif de doubler le nombre de femmes accompagnées en travaillant avec encore plus d'acteurs de l'écosystème pour faire émerger plus de projets portés par des femmes. Parce que si on veut plus d'entrepreneurs femmes, il faut qu'on ait un funnel d'acquisition, un pipe beaucoup plus important pour que derrière, on ait plus de femmes entrepreneurs. La deuxième trame de programme, c'est l'accélération. Donc, c'est un programme qui dure 4 à 6 mois et qui a pour objectif de valider le concept. C'est-à-dire, j'ai un projet, peut-être une entreprise, et j'ai besoin de valider mon concept, valider ma cible et mon marché, et de trouver, d'être challengé sur mon business model pour trouver le business model qui va promettre la meilleure croissance de mon entreprise. Là, sur ces formats-là, on accompagne à peu près 50 startups par an. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va décliner ce format d'accompagnement de 6 mois sur des verticales de l'innovation et de la tech où les femmes sont particulièrement sous-représentées. Et en fait, on pourrait aller sur tous les secteurs de la tech parce que les femmes sont sous-représentées dans tous les secteurs de l'innovation. En tout cas, en France et en Tunisie, on en discutait avant, c'est la même chose. Donc, on va spécifiquement dans des domaines où on va les solliciter des acteurs de l'écosystème qui sont spécialisés de la verticale, avec pour objectif de féminiser le domaine ciblé. Donc, par exemple, Willa, il y a 5 ans, on a développé une verticale dans le secteur de la Sportech. Et sur cette verticale, on est toujours en partenariat avec un incubateur partenaire qui est spécialisé dans le sport, qui va pouvoir accompagner après l'accompagnement de Willa. Et ça va permettre de féminiser l'incubateur et la verticale du sport. Et on a toujours des sponsors privés et publics qui vont venir financer le programme, ce qui fait que le programme est 100% gratuit
pour les startups qui suivent le programme d'accélération. On décline, donc on a décliné sur la sport tech, on a décliné dans le secteur de la finance, on a décliné dans le secteur de la santé, dans le secteur de la deep tech. Et là, cette année, on est en train de voir pour le décliner dans le secteur de l'agritech, donc tout ce qui est lié à l'agriculture, basé sur de l'innovation. Et puis, le troisième format de programme, c'est un format croissance, où là, j'ai un début de traction, mon entreprise existe, je commence éventuellement à avoir une équipe, et c'est comment est-ce que je vais scaler mon business, comment est-ce que je vais répliquer cette traction partout en France, mais aussi partout dans le monde et envisager un déploiement international. Nous, c'est un accompagnement qui dure 12 mois et on accompagne à peu près 20 startups par an sur ce format-là. Donc, globalement, sur l'accompagnement de Willa, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est spécialisé dans de l'amorçage, vraiment dans l'early stage. Et nous, notre objectif, c'est de déployer un maximum de partenariats avec tous les acteurs de l'écosystème pour pouvoir derrière que les entreprises qu'on est accompagnées chez Willa puissent continuer à être accompagnées, puisqu'on sait qu'un projet accompagné par une structure d'accompagnement, elle a 2 fois plus de chances de réussir et de porter au succès son entreprise. Sur le format émergence, on est 100% féminin. Sur les formats accélération et croissance, on est spécialisé sur des modèles start-up innovants où il y a au moins une femme fondatrice ou cofondatrice dans l'équipe dirigeante et qui a un vrai pouvoir de décision dans l'entreprise. Donc, par exemple, si on a une équipe mixte qui vient nous voir où il y a 4 hommes et une femme et que la femme a 2% du capital, par exemple, et que c'est, pour rentrer dans les clichés, la responsable communication, ça ne rentre pas dans les critères d'accompagnement de Willa, puisque nous, il faut vraiment une femme co-dirigeante avec un vrai pouvoir de décision. Donc ça, c'est la big picture de Willa en termes d'accompagnement. Et pour rentrer plus spécifiquement dans les piliers de notre accompagnement basé sur l'humain, c'est un format qui est assez complet et qui est en amélioration continue. Donc, on a à cœur de toujours se remettre en question et de demander des feedbacks, faire passer des questionnaires pour améliorer notre accompagnement, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Et donc, il y a 3 piliers forts. Il y a tout ce qui est autour de l'apprentissage. C'est finalement apprendre le métier de l'entrepreneur. Donc, on a des ateliers collectifs pour apprendre les notions de l'entrepreneuriat, un peu sur tous les pans de l'entrepreneuriat, que ce soit travailler sa vision, ses valeurs, travailler le financement, le commercial, la communication, comment développer son entreprise, comment recruter, comment constituer une équipe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les thématiques, mais c'est très large. On travaille beaucoup sur du co-développement aussi, c'est-à-dire qu'on va les faire travailler entre petits groupes de startups sur une thématique particulière, parce que même si les startups ne sont pas sur le même secteur et pas tout à fait au même avancement, elles vont pouvoir s'entraider et trouver des solutions à leurs problématiques du moment. On leur met beaucoup à disposition de contenus et de ressources qui ne sont pas forcément des contenus créés par Willa, parce qu'il existe beaucoup de choses. Donc nous, on a plutôt le rôle de rassembler du contenu existant et du contenu qu'on pense qualifié et qu'on certifie pour le partager. Et puis, on a des supports. Si je vous donne des exemples, des trames de pitch deck, des trames d'executive summary pour aller lever des fonds, des trames de business plan, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise toujours avec les Excel. Donc, des trames pour simplifier les démarches et pour avoir toutes les clés et une boîte à outils pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et développer son entreprise. Le deuxième pilier, c'est sur l'empowerment. C'est en fait oser entreprendre et assumer le fait d'être une femme entrepreneur ou le fait d'être entrepreneur tout simplement. Donc, on fait partie, on organise toutes nos promotions, tous nos programmes sous forme de promotion. On organise des rencontres inspirantes avec des alumni, avec d'autres entrepreneurs qui ont l'objectif d'être des rôles modèles accessibles pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Ça permet d'échanger avec des personnes qui sont soit dans le secteur dans lequel on entreprend, soit sur des secteurs complètement différents, mais qui vont pouvoir inspirer, que ce soit sur la conciliation de la vie pro et de la vie perso, que ce soit sur comment lever des fonds, comment gérer l'association. Je ne connais pas une seule start-up chez Willa que j'ai accompagnée qui n'a pas eu un problème d'association. Donc, ça permet de donner envie, ça permet de travailler la confiance en soi, ça permet de se dire c'est possible et je peux continuer dans l'aventure entrepreneuriale parce que quel que soit l'avancement auquel je suis, en fait, c'est compliqué et les enjeux sont différents. Et puis, ça permet aussi de montrer et de
de valoriser des profils qu'on a moins l'habitude de voir et surtout des facteurs clés de succès qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'écosystème startup. Parce qu'on parle beaucoup des levées de fonds, par exemple. En tout cas, en France, c'est beaucoup le cas. On mesure le succès d'un entrepreneur dès qu'il a levé son premier million. Sauf que ce n'est pas forcément une fin en soi. On peut lever des fonds et pourtant, l'entreprise court à sa perte parce qu'on va cracher beaucoup de cash et d'argent. Donc, c'est valoriser aussi des succès par d'autres modèles. On peut parler de l'impact sociétal et environnemental. On peut parler de gouvernance responsable. Donc, c'est la mise en avant de projets qui ont un succès qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le troisième pilier, c'est sur la communauté. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est des programmes qui sont toujours organisés sous forme de promotion. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Slack pour partager et échanger avec l'ensemble des startups qu'on accompagne et qu'on a accompagnées. Donc, nous, ça nous permet d'échanger avec elles, mais elles aussi, entre elles, ça permet d'échanger. Et puis, il y a toujours une personne de Willa qui est référente et qui peut être contactée par l'entrepreneur n'importe quand, aussi bien sur des sujets pro-perso, la limite, on pourra peut-être en discuter après, mais la limite est souvent très faible et très floue, en plus du coup d'un accompagnement par les experts, les mentors et les coachs qui interviennent au sein des programmes. Donc ça, c'est les piliers d'accompagnement de Willa qui sont vrais quel que soit le programme d'accompagnement. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les garder pour la fin parce qu'on aura un temps d'échange. Sur nos atouts, au fil de l'eau, on a 6 atouts forts qu'on a développés. On a tout ce qui est la méthodologie, qui est centrée sur l'humain, et on a des valeurs très fortes qui nous permettent de développer tous nos process et surtout qui nous permettent de driver notre accompagnement. C'est la bienveillance, la principale valeur. L'ouverture et le partage en font aussi partie, et l'ambition. Et si je l'illustre, parce que donner un mot comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais par exemple, dans l'ouverture et la bienveillance, dans tous nos comités de sélection, pour sélectionner les startups qui vont rentrer, quand il y a un comité de sélection en présentiel ou en virtuel depuis 1 an à cause de la crise Covid, on va organiser un comité où la personne va être face à 2 ou 3 personnes, donc pas face à un grand jury qui peut faire peur. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de présentation à faire, c'est simplement un échange pour comprendre le projet, connaître la personne, comprendre quelles sont ses motivations, quels sont ses enjeux, et voir si la personne va être en lien avec nous, nos critères d'accompagnement, et va rentrer avec les startups qu'on accompagne, avec les valeurs qu'on prône, et va être en accord avec l'accompagnement. Et est-ce que Willa est la structure la plus adaptée pour accompagner l'entrepreneur? Donc ça, c'est la méthodologie. On a notre écosystème qui est aussi un des atouts, puisqu'on est convaincu que nous, tout seuls, on ne va pas révolutionner le monde, on ne va pas arriver à atteindre une parité entrepreneuriale tout seul dans notre coin. Donc, c'est vraiment maximiser les partenariats avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des incubateurs, que ce soit des accélérateurs, que ce soit les pouvoirs publics, très important d'associer aussi le gouvernement dans ces démarches-là, que ce soit des institutions privées, des grands groupes, des corporates. C'est essayer de toucher tout type d'acteurs pour véritablement faire prendre conscience qu'il y a un enjeu et du coup qu'ensemble, on arrive à changer les choses. Notre réseau d'experts, bien sûr, est un atout. Donc, on sélectionne les personnes qui vont intervenir auprès des startups. Aujourd'hui, on a un réseau d'un peu plus de 150 experts, mentors et coachs qui sont qualifiés par Willa et qui interviennent auprès des startups. On a une culture collaborative qui est très forte, puisqu'on a tous les programmes sous forme de promotion. On échange continuellement avec tous les experts et les partenaires qui interviennent auprès des startups. Et on a envie vraiment de co-construire les programmes et d'être dans une démarche d'amélioration continue. La communauté, bien sûr, est un atout très fort. Nous, on a un espace physique. Je crois que pour certains, c'était une des questions aussi de comment est-ce qu'on développe un lieu qui est adapté pour des femmes entrepreneurs et comment est-ce qu'on le fait vivre. Donc, nous, on a un espace en plein cœur de Paris qui permet d'accueillir des startups qu'on accompagne ou qu'on a accompagnées, mais aussi des personnes externes. Et puis, on a un réseau de startups. Donc, on a accompagné un peu plus de 650 startups au cours des dernières années, au cours des 15 dernières années. Et certaines des startups donc, existent encore et sont des startups qui sont véritablement actives dans le réseau et que les nouvelles startups qui arrivent peuvent mobiliser.
Et donc, nous, on est spécialisé dans l'innovation et la tech, mais dans tout secteur de la tech. Donc ça, c'est les atouts forts. Et c'est quelque chose qui est aussi important à identifier pour vous et à mettre en avant auprès des entrepreneurs que vous accompagnez ou que vous allez accompagner, parce que c'est aussi votre proposition de valeur et c'est ce qui va faire que les entrepreneurs vont vous rejoindre. Je vous ai préparé, je vous ai mis cette slide-là parce que pour nous, c'est important, on la partage à tout le monde. On organise, par exemple, on en reviendra sur peut-être sur les bonnes pratiques à mettre en place, mais on organise des réunions toutes les 2 semaines où toute personne qui a envie de découvrir Willa, qui a envie d'en connaître, de savoir, d'avoir toutes les infos sur les programmes, sur les dates clés, les critères de sélection, on organise 1 heure sous forme de un peu porte ouverte pour présenter toutes les informations sur Willa. Et on présente toujours cette slide pour expliquer en fait les valeurs de Willa. Donc, on est dans une démarche d'ouverture, de partage, que c'est toujours en promotion, que les startups doivent s'entraider. Donc, ce n'est pas simplement je viens chercher de l'accompagnement, du coaching, un lieu ou du financement. Parce que, par exemple, nous, on permet aux startups, à certaines startups qu'on accompagne, d'obtenir des subventions. C'est vraiment être dans une logique de give back et de j'apporte aussi quelque chose en tant qu'entrepreneur à la communauté Willa. Et la bienveillance qui est maître chez Willa, c'est-à-dire que nous, on est là pour les challenger. Elles sont là aussi pour être challengées. Elles sont là aussi pour challenger les autres entrepreneurs, mais il faut le faire avec ouverture et sans jugement de valeur. Nous, on est convaincus qu'il n'y a pas une recette clé pour développer l'entreprise et pour arriver au succès. Parce que sinon, je serais moi-même à la tête d'une start-up multimillionnaire. Donc, il n'y a pas une recette miracle, mais il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à éviter. Mais donc, nous, c'est très fort, on est dans la bienveillance. Et ça, c'est un conseil que je vous invite à faire, c'est de partager les valeurs, votre façon d'accompagner, qui n'est pas forcément du tout celle de Willa, mais pour être sûr d'avoir des entrepreneurs qui vous ressemblent dans le mindset et qui va faire que ça va bien se passer pendant l'accompagnement, quelle que soit la durée de l'accompagnement. Et c'était une question de certains d'entre vous sur justement comment voir l'adéquation entre le profil de l'entrepreneur et le projet et la structure d'accompagnement. Donc ça, c'est un des tips, ça en fait partie. Mais encore une fois, on pourra y revenir après sur le temps des échanges. Sur pourquoi un focus sur les femmes, moi j'ai souvent cette question, en France aussi, de pourquoi Willa, vous faites le choix de faire de la discrimination positive. Pourquoi vous imposez que dans tous les projets que vous allez accompagner, il y a au moins une femme? Alors pour moi, la réponse, elle est évidente et on a commencé à en parler un petit peu. C'est l'importance d'avoir un écosystème entrepreneurial inclusif. Mais c'est surtout qu'il y a des biais qui sont importants et qu'il faut absolument limiter et travailler dessus pour qu'ils s'estompent de plus en plus. Nous, en France, on est à 10% de solo founders femmes, c'est-à-dire qu'en France, on a un CEO sur 10 qui est une femme à la tête d'une start-up. Et pourtant, il y a quasiment 70% des femmes qui pensent que l'entrepreneuriat serait plus épanouissant pour elles que de rester à la maison ou que d'avoir un travail salarié. Et pourtant, il y a 2 freins principaux. Il y a les freins qu'on se met soi-même en tant que femme. Et j'ai été la première et je le suis encore la première à être confrontée à ces freins. Et il y a les freins que l'environnement nous met, donc que les personnes autour nous mettent, et qui sont des points bloquants sur le fait de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de développer une entreprise. Ici, je vous ai listé quelques exemples de raisons qui reviennent quand on fait des bootcamps et que les femmes nous partagent. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive, je pense que vous en avez d'autres, mais du coup, pour vous en citer quelques-uns, la peur de ne pas être à la hauteur, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir légitime et de ne pas se sentir suffisamment à sa place, les difficultés de s'identifier, parce que si dans l'écosystème, on nous montre que des profils d'hommes d'une 50aine d'années qui réussissent, moi, je ne m'identifie pas et je ne suis pas ce profil-là. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir de revenus, parce que se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut aussi devenir autonome financièrement. Ne pas être suffisamment expert du domaine. Tu en parlais tout à l'heure au début, le fait de ne pas forcément avoir de background sur de la technologie, si on n'est pas ingénieur alors qu'on veut développer une start-up dans la tech.
la peur d'échouer, la peur de ne pas avoir assez de réseau, la peur de ne pas rentrer dans le schéma familial. Même moi, on m'a dit quand je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas un emploi salarié comme tout le monde pour gagner ta vie dès le début? Eh bien non, j'ai fait le choix de non, de ne pas rentrer dans le schéma qu'on m'imposait. Et on peut avoir la crainte de ne pas arriver à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et il y a encore plein d'autres choses et des biais de genre qui peuvent être des biais conscients ou inconscients qu'on peut avoir. Et c'est important de travailler sur ces biais-là. Et il y a plusieurs leviers sur lesquels on pourra revenir. Mais il faut déconstruire ce schéma de pensée. Déjà, il faut en parler pour savoir mettre le doigt dessus. Ensuite, il faut arriver à déconstruire. Et ensuite, il faut arriver à reconstruire pour oser se lancer. Et c'est très compliqué parce qu'il faut travailler et sur l'entrepreneur ou sur la personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et sur l'écosystème. Si on prend l'exemple du financement, le financement, c'est beaucoup plus difficile quand on est une femme parce que quand on veut lever des fonds, on est face à majoritairement des hommes qui sont dans le secteur de l'investissement et on a tendance à investir dans des boîtes portées par des personnes qui nous ressemblent. Donc, les femmes ont beaucoup moins de financement et donc, c'est compliqué de faire que les femmes aient du financement. Et donc, il faut arriver à changer ce prisme, changer ces biais auprès des investisseurs, par exemple, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est la même chose. Et il faut arriver à changer les choses dans l'écosystème au sens large, surtout quand ce sont des secteurs qui sont particulièrement masculins et où les femmes sont particulièrement sous-représentées. Et on pourra bien sûr revenir sur ce point des freins et de comment est-ce qu'on peut travailler sur ces freins. Et je vous ai mis là, bien sûr, parce qu'une entreprise accompagnée, elle a 2 fois plus de chances de succès. C'est important que les femmes soient accompagnées aujourd'hui, quelle que soit la maturité du développement de l'entreprise, que ce soit de l'idéation, de l'accélération, de la croissance, du scaling dans l'entreprise. C'est important d'être accompagnée. Et les principaux freins, quand les femmes ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le manque d'accès à l'information. Déjà, savoir qu'en tant que structure d'accompagnement, vous existez, et le manque d'accès au financement. Nous, c'est les 2 principaux freins qu'on observe et sur lesquels on travaille énormément chez Willa. Si on passe dans le vif du sujet sur les bonnes pratiques, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé au fil des années et qu'on a essayé de mettre par écrit et qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager, qu'on partage déjà aujourd'hui avec pas mal de structures d'accompagnement dans notre écosystème et qu'on agrandit, qu'on ajoute à chaque fois, qu'on améliore au fil des mois par rapport au retour d'expérience qu'on a. Donc, si jamais vous avez des bonnes pratiques, surtout n'hésitez pas à les partager. Et moi, ça me permettra aussi d'enrichir nos best practices. Donc, nous, on les a regroupés sous 4 piliers pour faire qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Le premier, c'est mesurer. C'est déjà avoir une idée de la part de mixité dans les programmes d'accompagnement pour savoir finalement d'où on part et voir la progression. Appliquer des méthodes de sélection plus inclusives. Le troisième pilier, c'est renforcer la mixité dans les équipes d'accompagnement et dans toute personne qui va intervenir auprès des entrepreneurs. Et le quatrième pilier, c'est la mise en avant. Donc, c'est donner en image des rôles modèles accessibles et faire rayonner les bonnes pratiques que vous connaissez et que vous pouvez aussi mettre en place et les partager à un maximum de personnes pour évangéliser aussi l'écosystème sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, si on rentre dans le détail de ces pratiques, mesurer. Donc, c'est tout bête, mais finalement, on ne le fait pas forcément de façon systémique. Donc, c'est mesurer le nombre de dossiers analysés qui sont portés par des femmes, donc qu'elles soient fondatrices ou cofondatrices d'une entreprise, et savoir quelle est sa répartition dans le capital, quel est son pouvoir de décision dans la société. Donc, si vous avez des sélections dans les projets que vous accompagnez, combien vous recevez de dossiers. Et ensuite, c'est combien vous allez en présélectionner, sélectionner. Et ça, c'est à adapter en fonction de vos process de recrutement. Et là, ça vous permet de voir finalement, est-ce que déjà vous avez des femmes qui postulent à vos programmes. Est-ce que vous arrivez à attirer des profils féminins pour être accompagnés?
Et ensuite, c'est si vous en présélectionnez, sélectionnez, et après, une fois qu'elles sont accompagnées, c'est de voir où est-ce que vous avez de la déperdition et de voir si finalement, est-ce que les projets que vous allez présélectionner, est-ce que en pourcentage, ils sont principalement portés par des femmes ou par des hommes, et du coup, comment faire pour limiter les biais que vous pouvez avoir, par exemple, pendant vos process de recrutement. Donc déjà, de savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer en fonction de vos process de recrutement, à quelle étape. Donc ça, c'est le premier point, c'est faire un état des lieux. Le deuxième, donc appliquer des méthodes de sélection inclusives dans le sourcing. Et ça, c'est des bonnes pratiques, pareil, qui ne sont pas du tout exhaustives. Ici, je vous mets quelques exemples. Donc, c'est quand vous allez rédiger des appels à candidature, quand vous allez partager, quels que soient vos leviers de communication pour sourcer des projets, votre future promotion accompagnée, par exemple, c'est comment vous allez les recruter. Donc, vous avez tout ce qui va être sur les mots que vous allez utiliser, que ce soit dans des newsletters, dans des flyers, dans des kits de communication que vous allez relayer, dans des webinars que vous allez mettre en place, des portes ouvertes, bref, quel que soit votre levier d'acquisition d'entrepreneurs, c'est les mots que vous allez utiliser pour sourcer les projets. Essayez, dans la mesure du possible, d'avoir des appels à candidature qui sont non stéréotypés et non genrés. Ça peut être de mentionner explicitement que le programme s'adresse aussi à des femmes et que ce n'est pas que des hommes. Et si vous avez des programmes spécifiquement dédiés aux femmes, bah, indiquez-le clairement. Vous pouvez utiliser par exemple l'écriture inclusive. Nous, on l'utilise beaucoup. C'est-à-dire que pour parler d'entrepreneurs, on va parler d'entrepreneurs en mettant 2 points, en rajoutant le « e ». Et dans tous les mots qui sont principalement utilisés en masculin, en fait, on ajoute le féminin. Donc, faire attention à mettre en avant des femmes. Vous pouvez partager des témoignages d'alumni. Si vous organisez des webinars, faites attention à avoir une répartition des rôles modèles masculins et féminins. Vous pouvez demander à des entrepreneurs féminines que vous avez accompagnées de venir témoigner et qu'elles vont pouvoir partager leur expérience au sein de votre structure d'accompagnement. Et ça permet de montrer que vous n'accompagnez pas que des hommes. Donc, n'hésitez pas à partager des témoignages d'alumni. Et au-delà des mots, vous avez aussi les visuels que vous allez utiliser. Essayez du coup d'avoir une représentation mixte, de représenter des hommes et des femmes. Si vous faites intervenir des personnes, essayez d'avoir 50-50. Essayez de sortir au maximum des clichés qu'on peut avoir. Nous, on était les premiers à faire les erreurs et à être très clichés, mais notre logo au tout début, il était rose. Sauf qu'en fait, non, les femmes n'ont pas envie de rose, les hommes n'ont pas envie de bleu. Donc, on essaye de sortir des clichés de les femmes, c'est du rose, c'est des couleurs pastel, des couleurs douces, des couleurs chaudes. Et les hommes, c'est du bleu, des couleurs sombres, des couleurs froides. Essayez de casser ces codes et essayez d'utiliser des représentations qui sont diverses. Donc, pareil, si vous utilisez des photos, essayez d'avoir des groupes qui sont inclusifs, des groupes qui sont divers, et de montrer que vous avez à cœur de sortir du cliché entrepreneurial et que le programme s'applique et s'adresse vraiment aux femmes également pour qu'elles se sentent incluses. Et puis, maximiser la communication. Donc, en fonction de vos leviers pour accueillir vos candidats et vos candidates, c'est essayer de travailler votre ouverture, donc montrer que vous êtes ouvert. Ça peut être des portes ouvertes, ça peut être... je vous en parlais tout à l'heure, nous, on organise ce qu'on appelle les Willa Morning. Donc, c'est toutes les 2 semaines. On organise 1 heure de présentation pour partager nos programmes, les critères de sélection, partager les dates clés des programmes et puis surtout échanger avec les personnes qui sont intéressées par Willa. Donc, ça permet de montrer aussi quelles sont nos valeurs, notre façon d'accompagner et de montrer qu'on est ouvert aux hommes et aux femmes. Et puis, essayer d'élargir au maximum vos canaux de communication. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au quotidien. C'est de maximiser les partenariats avec tout type d'acteurs qui sont en lien avec des futurs porteurs de projets ou des futurs entrepreneurs, et notamment ceux qui vont être sensibles à l'entrepreneuriat féminin. Donc, ça peut être, dès que vous avez des appels à candidature, d'organiser des mailings ou pareil, d'organiser des webinars pour présenter votre appel à candidature à d'autres acteurs et qu'eux puissent le relayer dans leur réseau.
Nous, on le fait beaucoup chez Willa parce que même nous, ça nous permet de relayer des appels à candidature d'autres acteurs et de continuer finalement l'accompagnement des startups Willa et qu'elles ne soient pas, une fois que nous, le programme est fini, lâchées un peu dans la nature et après, c'est un peu débrouillez-vous. Donc, ça permet de créer aussi une track, un parcours d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs et de continuer à ce qu'elles soient soutenues et accompagnées parce qu'encore une fois, c'est ce qui maximise véritablement les chances de succès de l'entreprise. Donc ça, c'était plutôt sur la partie sourcing. Sur la partie sélection, c'est aussi important en fonction de vos process. Une fois que vous avez une idée de où est-ce que vous avez de la déperdition de candidatures portées par des femmes, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le pourcentage de candidatures portées par des femmes. Et même si vous avez des programmes 100% féminins, c'est comment travailler sur les biais conscients et inconscients qu'on peut avoir tous, qu'on soit un homme ou une femme. On a des biais parce que on a grandi dans une société qui est depuis des millénaires très patriarcale et du coup on a des biais qui sont installés au fil du temps et donc il faut mettre le doigt dessus et en avoir conscience pour ensuite pouvoir processer et travailler sur ces biais. Donc sur les biais inconscients, nous ce qu'on a mis en place et ce qu'on préconise pour d'autres, c'est d'effectuer une première sélection. Si jamais vous avez une sélection sur dossier par exemple, c'est d'effectuer une première sélection individuelle pour essayer de limiter les biais que les autres peuvent nous mettre quand on est à plusieurs. Donc, c'est de faire une première analyse individuellement et d'avoir toujours une sélection à plusieurs regards pour essayer de croiser les regards et justement éviter la discrimination de projet. Et une fois que vous avez fait une première analyse individuelle, c'est de faire une mise en commun des avis individuels en collectif et là d'essayer de mettre en lumière et de faire un peu la police entre chacun, de dire attention, là, on a des biais inconscients qui font qu'on ne va pas sélectionner ce projet parce qu'on va plutôt sélectionner des profils qui nous ressemblent et du coup, il faut essayer de limiter au maximum ces biais qu'on va avoir. Vous pouvez mettre en place des quotas. C'est un sujet qui fait débat. Même nous, chez Willa, c'est un sujet qui fait débat, même si dans du coup, notre programme d'accompagnement, on a fait le choix de mettre des quotas, puisque dans tous les projets, il y a au moins une femme fondatrice ou cofondatrice. Donc nous, on fait de la discrimination positive assumée. Et aujourd'hui, on est convaincus que si on ne fait pas de quotas, en fait, les choses ne vont pas changer. Parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de l'importance d'avoir plus d'inclusion et plus de diversité, notamment en genre. Et en fait, les choses progressent très, 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 très lentement. Et on s'aperçoit que quand le gouvernement prend en main les choses et fait passer des lois sur des quotas, nous, il y a 10 ans, par exemple, en France, on a une loi qui a fait passer des quotas sur des conseils d'administration dans les entreprises, qui impose aux entreprises d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. À l'époque, on les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, les entreprises ont atteint ce pourcentage dans les conseils d'administration et les entreprises aujourd'hui peuvent mesurer l'apport et la performance d'une mesure comme ça et de faire qu'il y ait plus d'innovation. C'est un gage de performance pour les entreprises. Et là, tout récemment, pareil, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être adoptée pour faire, pareil, des quotas au sein des instances dirigeantes des entreprises. Donc, vous pouvez aussi, vous, au sein de vos structures d'accompagnement, vous dire, voilà, on décide et on fait le choix, on assume, on met en place des quotas pour pouvoir faire qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Et là, attention, quand on met des quotas, surtout à ne pas rebasculer dans des biais et se dire, on met des quotas pour accompagner du coup des projets portés par des femmes et des petits projets portés par des femmes parce qu'il faut les soutenir. Non, c'est absolument pas ça. C'est vraiment faire changer les choses et plus vous allez mettre en avant ces quotas et changer les choses, plus vous allez avoir de femmes aussi qui vont postuler et c'est vraiment un cercle vertueux qui va faire changer les choses. Et puis le deuxième point dans la sélection, c'est les jurys de sélection. Vous pouvez utiliser des grilles de questions standardisées qui permettent d'objectiver vos critères de sélection et de limiter justement les biais qu'on peut avoir. Vous pouvez faire attention à respecter la parité dans les membres des jurys de sélection, donc que ce soit pour les présélections, les sélections, les jurys, parce qu'on sait qu'une personne a tendance à investir, à sélectionner, à soutenir un projet qui est porté par une personne qui nous ressemble.
Donc, c'est important d'avoir de la parité et d'avoir une diversité dans les profils des personnes qui interviennent. Des choses simples aussi pour montrer que vous êtes ouvert et que vous êtes sensible à tous les entrepreneurs, c'est de toujours envoyer une réponse positive ou négative, même si la personne n'est pas accompagnée. Et vous pouvez aussi rediriger les candidats vers une autre structure d'accompagnement qui peut être plus adaptée. Parce que tout simplement, ça va aider la personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et une personne que vous refusez aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que c'est un bon candidat pour vous. Peut-être que la personne portera un autre projet, peut-être qu'elle se sera associée avec une autre personne. Finalement, on s'aperçoit que l'écosystème entrepreneurial, c'est un petit écosystème, même s'il se développe, même s'il tend à augmenter. Finalement, on peut revoir les mêmes personnes et donc ça vaut le coup de travailler sur son image et de travailler sur vos pratiques de sélection. Et parce qu'ensuite, c'est vraiment une méthode de diffusion au sein de l'écosystème et vous allez devenir aussi des modèles pour d'autres qui ont envie de se lancer dans l'accompagnement. Donc ça, c'est surtout sur des méthodes de sélection inclusive. Surtout, n'hésitez pas à noter et nous partager ensuite si vous avez d'autres bonnes pratiques sur la sélection ou si vous voulez que je rentre plus dans le détail sur des process. Le troisième, c'est sur le renforcer la mixité dans l'équipe d'accompagnement. Donc, dans votre programme d'accompagnement, quel que soit votre programme, si vous faites du coaching, si vous faites de l'accès au financement, si vous faites de la mise en réseau, si vous organisez des ateliers, bref, quel que soit votre programme, c'est de vous assurer que vous avez une diversité dans les équipes. Si vous accompagnez des projets mixtes, si vous voulez avoir plus de femmes qui postulent et qui participent à vos programmes d'accompagnement et qui recommandent ensuite vos programmes d'accompagnement, pensez à avoir de la diversité dans vos équipes. Finalement, pensez à avoir de la diversité dans tout groupe de personnes qui va intervenir auprès des entrepreneurs. Donc, que ce soit des membres de votre équipe, que ce soit les membres des jurys de sélection, que ce soit des intervenants, des experts, des mentors, des coachs. Essayez de respecter la parité au maximum. Essayez aussi, parce que parfois, on s'aperçoit qu'on a la parité, on est à peu près 50-50, mais qu'on a quelques clichés, c'est-à-dire qu'on va avoir la secrétaire et la responsable communication qui sont des femmes et le responsable financement qui est un homme. Donc, essayez aussi de déconstruire ce cliché. Essayez de, pareil, dans les profils techniques, d'avoir des femmes, même si on sait bien sûr que c'est compliqué de sourcer ce type de profil parce qu'il y en a peu, mais petit à petit, ça va permettre aussi de féminiser des secteurs où les femmes sont particulièrement sous-représentées et donc de casser les clichés qu'on a dans les équipes et dans les postes occupés par les personnes. Et puis, encore une fois, même en interne et en externe, essayez d'utiliser une communication qui soit non genrée et non stéréotypée, qu'elle soit formelle ou informelle, donc que ce soit des types de communication, la communication que vous faites sur des réseaux sociaux, par exemple, via des webinars, via des tables rondes que vous pouvez organiser, mais ça passe aussi par les mails d'échange que vous pouvez avoir avec les startups, avec les entrepreneurs que vous accompagnez. Essayez d'avoir une communication non genrée et non stéréotypée. Donc ça, c'est plutôt au cours de l'accompagnement. Et ensuite, à toutes les étapes de votre accompagnement, c'est mettre en avant les rôles modèles. Parce qu'aujourd'hui, 80% des femmes, en tout cas en France, pensent que le manque de rôle modèle, c'est le principal frein à la création d'entreprises parce qu'elles n'arrivent pas à s'identifier à des personnes qui les inspirent et à des personnes surtout qui sont accessibles. Nous, je sais, jusqu'à il y a 5 ans encore, on parlait souvent de Sheryl Sandberg, par exemple, qui est à la tête de Facebook. Et sauf qu'en tant que femme, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a un peu de mal à s'identifier à Sheryl. Et donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut mettre en avant des profils qui sont plus accessibles, qui montrent aussi les faces un peu cachées de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas forcément tout rose de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est difficile, il y a des hauts et des bas. C'est difficile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça fait toujours du bien de voir qu'il y a des gens, hommes ou femmes, qui partagent leurs tips, qui disent aussi que c'est compliqué et que c'est compliqué de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Et donc, de mettre en avant des rôles modèles accessibles, ça aide en tout cas et ça permet aux personnes qui hésitent à se lancer, même des personnes qui se sont lancées,
ça les aide à continuer dans l'aventure entrepreneuriale et à se dire « Ok, je peux y aller, c'est possible ». En fait, c'est possible. Donc, ça va lever des barrières qu'on se met soi-même et ça va nous montrer aussi un chemin, une voie qu'il est possible de suivre. Donc, sur la mise en avant des rôles modèles, déjà, c'est les sourcer. Donc, trouvez-vous des profils que vous pouvez mettre en avant et ensuite, c'est les mettre en avant par différents biais. Là, ce sont des exemples, mais ça peut être organiser des événements pour justement montrer d'autres profils, montrer qu'il y a d'autres chemins, d'autres voies de succès, qu'il y a différents profils d'entrepreneurs qui peuvent se lancer et qui peuvent réussir à créer une entreprise. Donc, si vous participez ou si vous organisez vous-même des événements, essayez de respecter aussi la parité et essayez de proposer à des personnes qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir pour que d'autres puissent s'identifier. Dans votre communication, vous pouvez valoriser des entrepreneurs, donc que ce soit via des réseaux sociaux, via votre site internet, via de la presse, via une newsletter, que sais-je. Ça peut être des entrepreneurs que vous avez accompagnés, mais ça peut être aussi des entrepreneurs que vous trouvez inspirants et que vous avez envie de mettre en avant. Vous pouvez organiser des échanges aussi avec vos entrepreneurs, avec les entrepreneurs que vous accompagnez. Vous pouvez organiser des petits déjeuners de partage et de rencontres. Vous pouvez organiser des déjeuners de rencontres, des ateliers d'échange. Vous pouvez mettre en place du mentorat. Vous pouvez mettre en place du marrainage ou du parrainage. Ça aide beaucoup à se projeter. Nous, par exemple, ça fait 1 an qu'on a mis en place ce qu'on appelle les Coffee Buddies, c'est-à-dire que tous les mois, nos entrepreneurs qu'on accompagne reçoivent un mail pour échanger avec une autre entrepreneur qui est plus avancée et qui va pouvoir lui partager ses tips. Et du coup, c'est une entrepreneur qui n'est pas forcément dans son secteur, qu'elle n'a potentiellement jamais rencontré. Et c'est pour favoriser du coup la confiance en soi, favoriser le partage de réseau. Pourquoi pas développer une offre commune si jamais, si jamais des opportunités se créent. Donc, c'est vraiment maximiser les échanges pour faire qu'il y ait plus de femmes et d'hommes aussi qui entreprennent et qui développent l'entreprise. Donc ça, c'était la mise en avant de rôle modèle qui est l'un des facteurs clés pour donner envie aux femmes d'entreprendre et pour aussi leur donner envie de continuer dans l'aventure entrepreneuriale, quel que soit leur stade d'avancement. Et j'ai fini pour ma part, j'ai beaucoup parlé et je sais que vous aviez quelques questions. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points où vous pensez que je ne suis pas suffisamment rentrée dans les détails? Ou est-ce que par rapport aux questions que vous aviez envoyées en amont, est-ce que vous en avez certaines sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Il y avait des questions sur le harcèlement, par exemple, sur comment concilier vie pro-perso, comment booster les femmes entrepreneurs dans leur vision et l'ambition. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre. Je ne sais pas si du coup il y a des questions sur le chat ou sur le Facebook. Je n'y ai pas accès. Donc je te laisse me les transmettre si jamais il y en a. Bonjour Imen, du coup je vois la question. Je pense que tu es en train de l'écrire. Du coup, la question, juste si tu peux la rappeler par rapport au comportement adopté, j'imagine, contre le harcèlement et la réaction contre le harcèlement. C'est très compliqué et c'est vrai qu'en tant que femme, on est souvent confronté et c'est bien de pouvoir
de pouvoir le prévenir et de pouvoir aider. Et tout le monde y a son rôle à jouer. Nous, on a une technique toute simple qui permet de soutenir les entrepreneurs qui sont toutes femmes déconfrontées. Et vous la connaissez peut-être. Le moyen mémotechnique, c'est les 5 D. Donc, c'est en cas de situation de harcèlement, les 5 D. Donc, le premier D, c'est distraire. Donc, si vous êtes victime ou si vous voyez une personne qui est victime de harcèlement, c'est distraire pour éviter que la situation dégénère. Donc, soit vous pouvez engager la conversation avec la victime ou avec le harceleur pour essayer de détourner son attention. Vous pouvez faire semblant de connaître la victime, hein, lui demander l'heure, lui demander son chemin si vous ne la connaissez pas. Mais c'est vraiment distraire pour essayer d'éviter que la situation dérape. Donc ça, c'est le premier D. La deuxième, c'est déléguer. Tout ça, si vous voulez, je vous l'enverrai je transmettrai pour qu'on vous envoie la présentation pour que vous ayez la trace de ce que je vous raconte là. Donc le deuxième, c'est déléguer. Donc essayer de repérer une personne qui a figure d'autorité et qui peut intervenir, donc que ce soit la police ou un gendarme, mais que ce soit, je sais pas, le patron d'un restaurant si vous êtes dans la rue, un conducteur de bus, un conducteur de taxi, bref, vous pouvez faire intervenir une autre personne qui va avoir une figure d'autorité et qui va pouvoir intervenir. Donc, si vous allez voir cette personne, vous lui expliquez ce qui se passe. Vous pouvez lui demander de l'aide. Vous pouvez aussi, si jamais vous voyez des gens simplement qui passent, vous pouvez essayer d'attirer l'attention. Vous ne trouvez pas que c'est étrange cette personne qui parle, si vous ne voulez pas vous mettre en danger vous-même, parce que parfois il y a des situations de harcèlement qui dérapent un peu, vous pouvez parler fort et pour interpeller d'autres personnes. Donc distraire, déléguer, documenter. Documenter, ça peut être tout simplement prendre des photos, filmer pour avoir des preuves. Ça peut aussi dissuader la personne qui harcèle qui justement dérape et va sur un terrain où il ne faut pas aller. Donc ça permet aussi, si la personne veut porter plainte ensuite, si la victime veut avoir des traces et des preuves, ça permet d'avoir des preuves. Donc si vous faites un film, faites attention vous de ne pas vous mettre forcément en danger. Et à l'oral, de donner, c'est des choses bêtes, mais d'énoncer à haute voix la date et l'heure pour pouvoir avoir une trace de quand est-ce que ça se passe. Donc, c'est avoir des preuves du harcèlement. Le 4e point, ça va être diriger. Donc, demander au harceleur d'arrêter. Vous pouvez aller voir la personne pour savoir si elle a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez intervenir en faisant toujours attention aussi à vous. Et le 5e point, c'est dialoguer. Donc, même si le harceleur est encore là, c'est parler à la victime, parler à la cible. C'est est-ce que vous voulez de l'aide? Est-ce que vous voulez qu'on sorte d'ici? Essayez de vous interposer et de parler avec la personne une fois que le harceleur est parti ou est encore là. Et éviter, si jamais la personne qui harcèle sa cible est encore là, éviter d'argumenter avec la personne parce que ça risquerait de dégénérer et de partir dans un débat qui n'a absolument pas lieu d'être. Donc voilà les 5 D qu'on peut avoir qui permettent de prévenir et d'intervenir, surtout si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement. Donc distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. C'est un peu les 5 types. Et après, surtout, ne restez pas indifférent. Et si vous ne vous sentez pas de distraire ou dialoguer, allez chercher quelqu'un qui pourra intervenir. Et le harcèlement, il y a différents niveaux de harcèlement, mais même une simple réflexion sexiste, c'est du harcèlement. Donc, c'est important aussi de ne pas rester indifférent et d'intervenir dans ce type de situation, surtout quand c'est dans des milieux qui sont très masculins et en fait où on devient très indifférent aux réflexions, aux blagues un peu graveleuses qu'on peut avoir, par exemple. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Imen. Mais il y a d'autres... Merci beaucoup, Flore, pour donc les recommandations pour la gestion, la réaction au cas de harcèlement. Il y a des questions après qu'on pourra revoir, je pense, à la fin, puisque ça ne rentre pas tout à fait dans là ce que tu es en train de couvrir, mais c'est quels sont les exemples
de freins à l'accès au financement que peuvent rencontrer les femmes et bien sûr comment y remédier. Et est-ce qu'on peut adopter des pratiques même ces pratiques même de ce genre de structure de financement. Après, si vous voulez, Ranim Kessissa, de poser la question par voie orale, comme ça on comprend un peu plus ce que vous cherchez comme réponse, d'accord? Mais là, on continue, je pense, et après on pourra revenir sur toutes ces questions. Je suis désolée, il y a un chantier qui s'est lancé aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me mets sur mute. Voilà. C'est la vie, il n'y a aucun souci. Allez. Effectivement, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole pour expliciter votre question. Sinon, je peux essayer d'y répondre sur les freins à l'accès au financement. Il y a tout ce qui est les biais, parce qu'une fois qu'on veut trouver des financements, c'est compliqué. Mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, vous, en tant qu'accompagnateur, pour faciliter l'accès au financement. Moi, ce que j'identifie et ce qu'on fait chez Willa, c'est déjà, il y a tout ce qui va être aider l'entrepreneur à se préparer, à avoir finalement avoir les clés pour aller chercher du financement. Donc, faire un panorama, tout simplement, c'est bête, mais faire un panorama des financements possibles, parce que parfois, on ne sait pas forcément en tant qu'entrepreneur quels sont les financements auxquels on peut avoir accès. Donc, ça peut être via des ressources que vous mettez à disposition, ça peut être des ateliers que vous organisez sur le sujet, ça peut être des office hours que vous organisez avec les entrepreneurs pour faire du coaching sur le sujet, mais expliquer tous les financements qu'on peut avoir en fonction de la maturité du projet. Parce que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir presque au stade de l'idée et qui me disent « j'ai envie de lever des fonds ». Je dis oui, mais c'est bien. Mais sauf que, en fait, si tu es juste au stade de l'idée et qu'il n'y a aucune preuve du marché, ça risque d'être compliqué d'aller lever des fonds auprès de fonds d'investissement, par exemple. Donc, c'est expliquer et vraiment démocratiser, évangéliser sur quel est le secteur du financement, comment ça marche, quels sont les financements possibles et du coup, comment aller chercher des financements auprès de tel acteur, parce qu'on ne va pas présenter et on ne va pas donner les mêmes informations à un business angel, à un investisseur, qu'à un banquier, par exemple, ou à une structure d'accompagnement qui permet d'avoir des subventions ou une dotation financière. Donc, c'est accompagner et évangéliser le financement auprès des entrepreneurs, leur donner les clés de comment faire un exécutif summary, par exemple, comment faire un pitch deck, comment valoriser leur société, comment présenter leur projet, parce que les femmes sont aussi beaucoup confrontées à ça, mais les hommes aussi. C'est comment est-ce qu'on présente son projet, comment est-ce qu'on le valorise, et donc comment est-ce qu'on présente son projet et comment est-ce qu'on se valorise aussi soi-même en tant qu'entrepreneur, parce que surtout au début en amorçage, quand on a besoin de financement, finalement les financeurs misent surtout sur nous en tant que personne, plus que sur le projet en premier lieu. Donc il y a tout ce qui va être l'accompagnement de l'entrepreneur. Vous pouvez organiser des échanges entre financeurs et entrepreneurs. Ça peut être des portes ouvertes. Nous, on aime bien organiser des speed meetings entre des business angels, entre des investisseurs et des startups, pour que du coup les gens apprennent à se connaître et ça favorise l'investissement. Vous pouvez organiser des petits déjeuners de rencontres plutôt informels. Ça marche aussi assez bien, plutôt que juste dans une optique de il faut que j'investisse, il faut que je trouve un investisseur, mais plutôt apprendre à se connaître. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, ce sera le bon moment. Et puis après, il y a un peu un troisième pan que nous, on travaille aussi beaucoup, c'est arriver à faire changer les mentalités. Parce que en France, et j'imagine que c'est la même chose en Tunisie, voire presque pire, nous, il n'y a que 2% des fonds d'investissement en France qui sont récoltés par des business portés par des femmes. Donc, c'est compliqué ensuite de développer des modèles d'ultra-croissance et de développer des startup tech quand on est privé de ce type de financement. Et donc, c'est d'essayer de changer, de travailler sur tous les biais conscients et inconscients que peuvent avoir des structures de financement et pour les amener à financer des projets qui sont portés par des femmes. Ça peut être par des plaidoyers, par des tribunes, par des chartes que vous pouvez mettre en place. Nous, on a un collectif qui s'appelle Sista, qui aujourd'hui est basé en France, mais qui a vocation à être mondial à terme et qui se bat pour faire changer les choses. Et donc, nous, Willa, on s'est associés à ce collectif pour essayer de faire bouger les choses
et parce qu'on sait que c'est à plusieurs organismes qu'on va arriver à faire changer les mentalités. Ça peut être travailler aussi avec le gouvernement pour essayer de faire changer les choses. Donc, c'est vraiment, pour moi, je vous donnerai ces 3 piliers. C'est travailler avec l'entrepreneur pour donner les clés et apprendre l'accès au financement, travailler sur des mises en relation, des échanges et pour favoriser les mises en relation, pour donner des contacts aussi d'investisseurs, de financeurs aux entrepreneurs. Et le 3e, qui est beaucoup plus long, c'est de faire changer les choses et d'amener les gens à financer plus de projets portés par des femmes. Et du coup, même dans des structures de financement, pour répondre à ta question, Rani, ça reprend un peu les bonnes pratiques pour féminiser que j'expliquais à la fin dans les structures d'accompagnement. C'est essayer d'avoir de la parité et de la mixité dans les équipes d'investissement, que ce soit dans les personnes qui font la présélection, mais dans les personnes qui valident aussi des dossiers. Essayer de mettre en place des grilles et des critères sur toute sélection qui sont le plus objectifs possible. Et d'avoir des success stories de business portés par des femmes, ça permet aussi de changer le regard qu'on peut avoir sur des business portés par des femmes. Parce qu'il y a beaucoup ce phénomène de, si c'est une start-up portée par une femme, c'est un petit projet qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition. Or, c'est pas vrai. Il y a des projets portés par des hommes qui sont petits sans le sens négatif du terme, mais il y a aussi des projets portés par des femmes qui sont petits et qui ont vocation à rester petits, mais il y a des femmes qui sont ambitieuses. Et nous, en tant que structure d'accompagnement, on a aussi un rôle à jouer pour les accompagner, pour qu'elles développent aussi leur ambition et se dire c'est possible de développer une entreprise qui va créer de l'emploi, qui va créer de la valeur, et pas simplement me mettre en freelance et devenir auto-entrepreneur. Voilà, j'espère que ça a répondu à peu près à vos questions. Est-ce que peut-être vous avez d'autres questions? Je vais activer le micro de Imen. Peut-être qu'elle va nous poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc... je ne vous vois pas, mais ça fait du bien de vous entendre. Merci. Voilà, donc c'était par rapport à l'organisation des événements. Comment vous faites actuellement avec cette crise Covid? Donc, est-ce que c'est possible de les organiser même à distance pour créer la communauté, pour assurer une communauté assez dynamique? Est-ce que vous trouvez que organiser ce type d'événement à distance pourrait avoir un impact, ou est-ce que ça doit être en présentiel? Non, un grand oui pour le distanciel. Et je vais même vous partager, nous, chez Willa, l'accompagnement, on a toujours dit qu'il était très humain. Bon, c'est facile de le dire, mais c'est aussi les retours des entrepreneurs. Donc, on espère que notre accompagnement est quand même très humain. Mais moi, quand je suis arrivée chez Willa, donc il y a un peu plus de 4 ans, je me disais, humain, c'est forcément présentiel parce que les contacts humains font qu'il se passe beaucoup plus de choses. On va avoir tout le langage corporel qui va passer. Et puis, on va pouvoir déceler surtout des biais, des freins, un problème perso ou pro en présentiel. On va pouvoir le détecter plus facilement chez l'entrepreneur qu'on accompagne qu'en distanciel. Et c'est compliqué de créer une dynamique de groupe à distance par rapport à du présentiel. Bon, et puis 2020, la crise Covid est arrivée, premier confinement. On a passé tout l'accompagnement qu'on faisait 100% en présentiel, on a tout passé en distanciel en une semaine. Ça a été dur, on a eu quelques petits échecs, mais c'est pas grave. Et ça fait 1 an qu'on fait tout en distanciel. Donc, tous les programmes qu'on faisait en présentiel, dès qu'on va pouvoir, on va le reprendre en présentiel. Mais du coup, avec ces tests qu'on a fait, en fait, on a eu des retours ultra positifs. C'est-à-dire que sur des bootcamps d'émergence, par exemple, on s'est aperçu que les femmes se livraient beaucoup plus facilement et étaient beaucoup plus authentiques rapidement. À distance. Et c'est complètement contre-intuitif, mais elle travaille, comme on est un peu dans son cocon quand on est en distanciel derrière son ordinateur, on se livre aussi plus facilement et on a des briques, nous, d'accompagnement sur la confiance en soi. On fait des ateliers pour mettre mettre des mots sur nos freins, nos blocages et ensuite travailler.
travailler la confiance, sur oser entreprendre, etc. Et en fait, en distanciel, les retours étaient très positifs. Simplement, du coup, les bonnes petites pratiques qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est n'essayez pas de calquer du présentiel, enfin, de calquer du distanciel sur ce que vous faites en présentiel, parce que ça ne marche pas de la même façon et vous n'aurez jamais exactement la même chose. Mais vous pouvez créer une communauté de la même façon. Après, il faut animer d'une autre façon. Sur Zoom, vous pouvez créer des sous-salles, vous pouvez organiser des cafés visio au sein de la promo pour faire des échanges informels, parce que quand on organise des événements, il y a toujours des parties networking qu'il n'y a plus du coup à cause du Covid, vu qu'il n'y a plus ça en distanciel, mais vous pouvez systématiser des échanges, vous pouvez mettre en place un groupe WhatsApp ou un groupe d'échange pour échanger. Donc, c'est un gros oui pour des événements. Les très gros événements à plus de 200 personnes, moi, je ne suis pas très convaincue par tout ce qui se fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, les principaux organisateurs de gros événements attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse se revoir en présentiel. Mais pour ce qui est l'animation d'une promo ou d'un programme, tester. Et nous, on a des retours très positifs. Et il vaut mieux accompagner des femmes plutôt que de ne pas les accompagner du tout. Et en plus, en distanciel, on gagne du temps en tant qu'entrepreneur, pas en tant qu'accompagnateur parce que ça prend plus de temps de préparer, d'animer, de faire le suivi. Mais en tant qu'entrepreneur, on gagne du temps parce qu'il n'y a pas les temps de déplacement. Et du coup, vous allez avoir un taux de participation qui est souvent plus élevé. Oui. Alors que c'est ce qu'on entend plutôt l'inverse. Mais nous, dans nos programmes, on a beaucoup plus de participation et on peut toucher des femmes qui n'auraient pas pu être accompagnées en présentiel. C'est bête, mais dans notre dernier bootcamp, il y avait une femme qui était à 3 semaines du terme de son accouchement. À 3 semaines, elle ne serait pas venue dans nos locaux. Donc, elle a pu suivre le bootcamp pendant les 4 jours en distanciel, chose qu'elle n'aurait pas pu faire en présentiel. Oui, tout à fait. Il y a toujours des avantages, des inconvénients. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites comme mise en relation entre les entrepreneurs que vous accompagnez. Donc, vous les mettez en contact direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette méthode ou cette bonne pratique? Oui, alors déjà, c'est vous ayez une liste des acteurs qui peuvent intéresser les entrepreneurs que vous accompagnez. Donc, si vous êtes sectorisé, par exemple, c'est d'avoir une liste des acteurs et vous êtes en contact avec ces acteurs parce qu'ils vont pouvoir intervenir. Une liste aussi de tous les partenaires qui peuvent offrir des offres à vos entrepreneurs. C'est tout bête, mais si on veut lancer une plateforme numérique, peut-être être en partenariat avec une solution d'hébergement, peut-être Amazon, mais toute solution qui peut avoir un intérêt quand on lance une entreprise, avoir des contacts d'experts, d'avocats, de juristes, d'experts comptables qui peuvent aider et accompagner vos entrepreneurs, avoir une idée d'autres entreprises du secteur qui peuvent aussi interagir avec vos entrepreneurs, avoir une idée des clients potentiels, donc peut-être des grands groupes qui peuvent intervenir auprès de vos entrepreneurs. Et une fois que vous avez ce mapping, que vous les connaissez, c'est imaginer et tester des formats qui sont adaptés à vos cibles. Non, ça peut être oui, excusez-moi de vous interrompre. Pour cette partie, c'est clair, on le fait déjà, mais c'est par rapport aux entrepreneurs accompagnés eux-mêmes. Deux entrepreneurs qu'on accompagne en même temps. Pour les mettre en relation ensemble. Oui, donc est-ce que le feedback est positif? Est-ce qu'il y a eu vraiment des échanges? Est-ce que vraiment les entrepreneurs, ils apprécient ce type de pratique? Est-ce qu'ils sont réticents par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez, donc les résultats que vous avez trouvés, donc c'était positif par rapport à ça? Oui, mais ils sont même ultra demandeurs et c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Donc, on a un groupe d'échange entre toutes les startups qu'on accompagne. Et donc, ça peut être, j'ai un problème avec mon associé, est-ce que quelqu'un a eu la même chose, est-ce qu'on peut échanger? Donc, c'est des partages de bonnes pratiques, partage d'expériences. Donc, un groupe d'échange. On fait les Coffee Buddies et ça, c'est eux qui nous l'ont demandé. Donc, donc, les retours sont ultra positifs. Après, ils le font pas. Parfois, on est un peu sous l'eau. Donc, il y a certains mois où ils ne se rencontrent pas, mais ils se rencontrent après. Et après, nous, dans beaucoup d'ateliers et de formations, ils sont déjà en groupe. Et ils sont toujours sous forme de promotion. Donc, ils échangent toujours à un moment donné.
Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup. Avec C'est très plaisir. clair. Merci vraiment. C'est très, très clair donc, comme présentation. Top. Après, ça reste mon prisme, donc je pense que vous avez plein de spécificités, mais en tout cas, voilà les bonnes pratiques que je peux vous partager de ce que je vois, de ce que j'expérimente. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y avait une autre question dans le chat Oui, voilà, je sur pose la question. Alors, selon votre expérience, est-ce que les femmes entrepreneurs arrivent-elles réellement à séparer entre vie personnelle et vie professionnelle? Et comment nous pouvons l'aider à surmonter ses problèmes personnels, formation, etc. Eh bien, je dirais tout simplement non. Non, on ne sépare jamais réellement la vie pro et la vie perso, mais qu'on soit une femme ou un homme, hein, c'est la même chose. Dès qu'on est parent, enfin, il y a forcément les soucis de la vie perso et de plus en plus, les hommes s'investissent dans la vie familiale. Donc, on ne sépare jamais. C'est aussi parfois une des motivations de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir avoir une limite un peu plus floue entre la vie perso et la vie pro. Nous, comment est-ce qu'on les aide en tant que structure d'accompagnement? Partage de bonnes pratiques sur comment séparer la vie pro, la vie perso. Ça peut être des techniques de travail, des techniques de priorisation des tâches, de les aider à fixer des objectifs dans le temps, parce que quand on accompagne, on aide aussi sur l'atteinte des objectifs, des attentes par rapport à l'accompagnement, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Échanger avec d'autres entrepreneurs, parce que souvent, il n'y a pas non plus une recette miracle et chacun vit sa vie personnelle et professionnelle différemment. Il y a des femmes qui ont envie de s'organiser comme elles veulent dans la création et dans le développement de leur entreprise. Et il y a des femmes qui mettent des limites, c'est-à-dire qu'elles ne travailleront pas avant 9 heures et elles ne travailleront pas après 17 heures. Et elles se sont fixées ce cadre-là. Et il y en a d'autres qui vont vouloir mixer un peu tout. Mais donc, échanger, leur permettre d'échanger avec d'autres parents entrepreneurs ou entrepreneurs, hommes ou femmes, qui ont des bonnes pratiques à partager, ça aide énormément. Et faire parler du sujet, parce que c'est souvent je l'ai cité dans les craintes, mais c'est souvent une peur avant de se lancer, de se dire mais comment est-ce que je vais arriver à gérer les deux et à gérer les tout toutes mes vies en fait, parce que développer une entreprise, c'est déjà plusieurs vies. Gérer la vie familiale, gérer le ménage, gérer l'éducation des enfants, surtout quand il y a la crise Covid, etc. Donc, c'est comment tout gérer et c'est montrer que c'est possible et montrer qu'il y a des entrepreneurs qui y arrivent et simplement se dire qu'il faut avancer aussi à son rythme. Parce que quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, il faut toujours être multicasquette. On a l'impression qu'il faut tout savoir faire. Et ça rejoint aussi le manque de légitimité et le manque de confiance en soi. Parce que il faut savoir créer une entreprise administrativement parlant, trouver des clients, développer la solution, communiquer sur son projet et se mettre en avant. Il faut savoir vendre. Enfin, il faut presque savoir tout faire et ça fait peur. Donc, nous, notre rôle d'accompagnateur, c'est de démocratiser et de dire c'est possible et on va t'accompagner à le faire. Donc, via des ateliers, via des échanges, via de la mise à disposition de ressources avec des techniques de priorisation de travail, par exemple. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'on ne sépare jamais véritablement la vie personnelle et la vie professionnelle et que c'est très lié, mais que souvent, l'une des vies nourrit l'autre vie. Je vois un micro qui s'active. Oui, ok. Alors, pas de nouvelles questions. Je vois la main de Ranim se lever, donc je vais lui permettre de parler. Ranim, allez-y, vous pouvez intervenir oralement. Allez-y. Je pense que je sais pas, de parler. Bonjour. 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 Merci d'abord pour ce partage, c'est très enrichissant. Alors, je me représente, en fait, je suis Lanim Fissa, je représente le réseau DAMIA. C'est le premier réseau des femmes business angels en Tunisie.
Alors, en fait, notre objectif, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de financer des startups portées par des femmes. Et du coup, ma question était, c'est est-ce que vous pensez que les réseaux de business angels aussi doivent développer un programme ou bien et rester en contact en fait avec les startups financées, développer tout un programme pour eux, pour rester en contact et aussi développer une communauté autour d'elles, ou bien notre rôle, il se limite dans tout ce qui est financement et tout, ou bien c'est intelligent aussi de rester en contact avec nos entrepreneurs. Complètement. Mais j'aurais presque envie de, du coup, reposer une question. C'est est-ce que dans les startups que vous financez ou vous allez financer, dans tous les cas, vous allez garder contact avec elles, mais est-ce que vous avez déjà des formats d'échange avec ces startups? Non, pour le moment, on essaye en fait de développer toute une stratégie pour rester en contact avec ces startups, pour les promouvoir aussi, même après le financement et tout. Donc, ma question, c'était autour des bonnes pratiques qu'on peut les adopter pour améliorer cette relation et que notre relation ne se limite pas juste au financement et tout. Donc, voilà. Ok. J'ai envie de dire que c'est presque essentiel parce que votre but, c'est avec le fonds que vous avez, c'est de le faire grossir et que vos investissements soient rentables, en plus de soutenir des projets portés par des femmes, si c'est bien votre objectif, parce que pas forcément. Mais du coup, moi, je suis convaincue qu'il faut absolument garder un lien parce que c'est aussi grâce à vous que ça va féminiser la filière et que ça va féminiser l'entrepreneuriat. Après, nous, on distingue les actions d'un fonds ou d'un groupe de business angels d'un incubateur, par exemple, parce que l'offre ne va pas être la même. Mais ça peut être aussi intéressant de s'associer avec un incubateur qui va faire véritablement de l'accompagnement et vous qui allez être en soutien. Pour moi, le principal, c'est déjà la constitution du réseau et l'animation de la communauté. Ça peut être simplement organiser une rencontre mensuelle entre toutes les startups portées par des femmes que vous financez, sans forcément organiser des ateliers, etc., ce qui peut être le métier d'une structure d'accompagnement plutôt. Après, vous pouvez mettre en place de votre côté ou avec d'autres structures d'accompagnement une liste d'experts ou de partenaires qui peuvent aider et accompagner les startups qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ne serait-ce qu'un avocat pour aider à rédiger des contrats commerciaux. Les startups vont sûrement en avoir besoin à un moment donné et parfois on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et si la startup n'est pas accompagnée par une structure d'accompagnement, elle aura probablement un peu de mal à trouver la réponse à sa question. Donc ça, moi je pense à ce type d'accompagnement qui doit être différent d'une structure d'accompagnement. Mais ça reste mon point de vue. Et je connais un peu moins le secteur. Merci beaucoup. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, s'il y a encore une partie de contenu que tu souhaites partager, on peut continuer. Et bien sûr, après, on aura un autre moment pour les questions et les réponses. Ok, moi c'est tout bon. Je pense que je vous ai partagé pas mal de choses. Si jamais quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à partager, à poser une question. Excellent, super. Alors moi, je vais me permettre de poser une question et que je trouve très importante parce qu'elle agit sur le subconscient, l'inconscient, et c'est les billets. Vous avez parlé pour la sélection des billets auxquels on doit faire attention nous-mêmes parce on a nos référentiels, on a notre façon de juger si tel entrepreneur pour nous présente de bonnes aptitudes entrepreneuriales ou la bonne attitude. Et donc, forcément, c'est lié à du subjectif et de l'inconscient. Il y a une structure inconsciente de cette image-là, de cette projection. Et comment faire pour en fait identifier nos billets au préalable pour en fait avoir comme des alertes. Ah, là, je suis en train d'évaluer et je me base sur un billet. Il faut avoir ces mécanismes-là. Comment ça se construit, ça? Alors, c'est beaucoup de
Alors, c'est un peu bête, mais c'est se former à ce type de biais. Ça peut être lire des livres sur le sujet, ça peut être suivre des formations ou des webinars spécifiques sur les biais conscients et inconscients qu'on peut avoir. Ça peut être, ne serait-ce que sur le premier pilier des bonnes pratiques, de mesurer, de voir où est-ce qu'il y a de la déperdition, c'est qu'on a des biais. Et le fait de se mettre en collectif à plusieurs, c'est de pouvoir se challenger, se dire attention, là, tu as eu une pratique qui finalement évinçait tel type de profil qui était lié à un biais. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse, c'est se dire attention, là, je discrimine cette personne, sauf que si elle ne rentre pas dans vos critères de sélection, elle ne rentre pas dans vos critères de sélection, et donc il faut les objectiver au maximum. C'est vraiment c'est ce qu'on a fait chez Willa, c'est qu'on s'est beaucoup documenté, on a suivi pas mal de webinaires pour se former, et après, ça ne vient pas non plus du jour au lendemain, mais c'est essayer de voir, attention, là, j'ai en face de moi une personne qui ne me ressemble pas forcément, mais qui pourrait correspondre aux critères objectifs qu'on a définis, et donc, comment est-ce que je vais poser telle ou telle question, et parfois, on peut s'en rendre compte après. Ce qui est important, c'est juste de s'en rendre compte à un moment donné ou que quelqu'un nous montre qu'on a posé une question qui était déplacée ou qui était mal formulée ou qui montrait que j'avais des idées préconçues et que j'ai dû déconstruire. Ne serait-ce qu'un projet, se dire ah ouais, c'est un petit projet, ça, non, en fait, ça va pas rentrer, j'ai pas du tout envie d'accompagner ce projet-là. Et petit à petit, on va processer et on va automatiser le schéma de pensée et se dire ah, là, j'ai eu un biais, ça va pas. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Oui, voilà, donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment s'y préparer et il faut travailler sur ce sujet avec beaucoup plus de sérieux, en fait, dans la manière d'appréhender la chose pour créer ces mécanismes, pour identifier ces biais, pour aussi partager avec ses pairs, parce que généralement, par exemple, dans les comités de sélection, il va y avoir des membres de l'incubateur accélérateur, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont invitées pour faire partie du comité de sélection, qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là ou cette conscience-là. Donc, il faut aussi faire un travail d'acculturation. Donc, je pense que c'est un élément à prendre avec beaucoup de sérieux. Exactement. Il y a je pense, une question. Alors, c'est Imen Chanofi. Quelle est la différence entre les programmes d'accompagnement pour une femme entrepreneur dans les régions ou dans un milieu rural et une femme entrepreneur dans une ville? C'est une très bonne question. Moi, j'aurais dit spontanément, il n'y en a pas, mais en fait, s'il y en a forcément. Nous, les différences qu'on voit, encore une fois, là, je vous partage mon prisme français, mais la différence qu'on voit, c'est que l'écosystème, il est beaucoup moins développé dès qu'on sort de Paris, dès qu'on sort d'Île-de-France. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'évangélisation à faire dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et de développer une entreprise quand on est une femme. Et il y a moins d'acteurs qui vont les accompagner. Donc, nous, on accompagne beaucoup plus fortement sur l'acculturation à l'entrepreneuriat, sur finalement apprendre le métier d'entrepreneur et sur après les relais pour les accompagner. On met beaucoup en relation finalement avec des acteurs parisiens et du coup, c'est ce qu'on essaye petit à petit de changer, mais c'est très long parce que il faut développer l'écosystème entrepreneurial sur place parce qu'on ne veut surtout pas que tout se passe par rapport à Paris et centraliser justement tout l'écosystème par rapport à Paris. Donc, il y a des biais sur le développement de l'écosystème entrepreneurial par rapport à des zones et sur l'acculturation entrepreneuriale. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, on fait beaucoup plus d'évangélisation, beaucoup plus d'ateliers sur comment entreprendre et sur des choses plus basiques, sur mettre en place un glossaire, par exemple, des mots qu'on utilise. Moi, je suis la spécialiste de faire du franglais, d'ailleurs, j'en ai fait plein pendant la présentation, mais d'utiliser des mots qui sont très start-up et qui ne sont pas forcément connus de tous et de toutes. Du coup, tout simplement mettre en place un glossaire et mettre en place des temps d'échange pour qu'on soit sûr que les femmes entrepreneurs comprennent bien et qu'on les acculture à cet écosystème pour leur donner les clés et les outils pour développer leur entreprise et pouvoir bénéficier de réseaux de business angels, par exemple, pour développer leur business. Peut-être que vous avez d'autres spécificités aussi en fonction des régions et milieu rural et milieu urbain.
pareil, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qu'on arrive à projeter chez nous. C'est l'utilisation de la langue aussi. Trop de startups n'est pas forcément partagé ou bien assimilé par tout le monde. Donc, il faut d'abord passer par une sorte d'éducation pour ça, des deux côtés en fait. Donc, je pense qu'il faut se préparer du point de vue accompagnement et aussi de l'entrepreneur. Et moi, en fait, j'aime beaucoup cette question, mais je souhaite aussi poser une question un peu plus large. Et finalement, quelles sont, s'il y a deux différences ou trois différences clés entre l'accompagnement des startups, on va dire avec des fondateurs, les personas majoritaires qu'on va retrouver, qui sont les plus représentés. Donc en France, on a vu, je suis vraiment désolée, en France, on a vu, par exemple, la plupart des fondateurs, c'est des garçons, c'est des hommes issus des grandes écoles, soit de commerce ou d'ingénieurs. C'est eux qui vont se lancer, c'est eux qui vont lever des fonds, etc. Et quelles sont les différences majeures entre accompagner ce persona majoritaire, donc les hommes de 30 ou 40 ans, et les femmes finalement? Quels sont les éléments clés auxquels on doit faire attention pour avoir un programme adapté? Oui, alors nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est accompagner sur les soft skills et sur des thématiques, là je vais rentrer dans les clichés, mais qu'on dit beaucoup plus femmes. Or, ce n'est pas le cas, puisque les hommes aussi sont confrontés au manque de confiance en soi. C'est juste que ça s'exprime de façon différente. Mais on va accompagner beaucoup les femmes entrepreneurs sur la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, sur les freins et les blocages qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut les déconstruire. Et du coup, on accompagne un peu sous format collectif pour évangéliser, beaucoup sous format de co-développement pour travailler à plusieurs. Et en fait, d'ailleurs, c'est principalement en co-développement plus que de l'individuel parce que la force du groupe fait qu'elles arrivent beaucoup plus à travailler sur des sujets très personnels à plusieurs. Donc, c'est beaucoup sur ces sujets-là, chose qu'on voit très, très peu dans des incubateurs qui sont principalement des hommes. Mais j'insiste, il n'y a pas que les femmes qui ont une charge mentale, il n'y a pas que les femmes qui manquent de confiance en elles, les hommes aussi, et je le vois tous les jours chez Willa quand on a des équipes mixtes, les hommes aussi sont confrontés à ces difficultés. Simplement, ça ne va pas du tout s'exprimer de la même façon. Et après, nous, on accompagne beaucoup sur les soft skills, mais je suis convaincue qu'il faut le faire pour tout type de profil d'accompagnateur. C'est plus que d'avoir les techniques pour créer un business, comment faire un BP, comment faire un communiqué de presse, par exemple. C'est les bonnes compétences et les bons savoir-être à développer parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'aura jamais toutes les compétences et toutes les expertises d'une boîte parce qu'à terme, il y a un directeur financier, il y a un directeur communication, un directeur commercial, etc., directeur ou directrice. Et donc, du coup, c'est surtout des soft skills à développer. Nous, on parle beaucoup de capacité de leadership, la capacité d'écoute, la capacité à pivoter face à un nouvel élément du marché, type une crise Covid qui arrive sur son secteur. Je travaille dans l'événementiel, comment est-ce que je vais pivoter, je vais rebondir. Donc, c'est plutôt, non, on accompagne beaucoup sur des savoir-être et des soft skills à développer, plus que des expertises pures et dures. Super. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Il y a Imen qui lève la main. Est-ce que attendez, je réactive le micro. Imen, vous avez la main levée. Si vous avez des questions, c'est ouvert. Oui, c'était pour tout à l'heure. C'était pour l'autre question. Excellent. N'hésitez pas à poser vos questions. On se réserve, je pense, une question et voilà, we set you free. S'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, donc, quels sont les plus gros challenges dans la vie des entrepreneurs à la fin, eux, donc des femmes entrepreneurs qui font leur bout de chemin en start-up et qui, forcément, comme les hommes, ils rencontrent beaucoup de problèmes, c'est pas un chemin lisse. Mais quels sont les plus gros challenges que vous retrouvez
dans les parcours, les trajets de ces femmes-là? Moi, le principal enjeu, challenge que je vois chez les entrepreneurs qu'on accompagne chez nous, mais pas que chez nous, mais dans tout l'écosystème, c'est le financement. C'est trouver de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, que ce soit du financement externe, qui soit dilutif ou non dilutif, donc des levées de fonds, des prêts bancaires, des prêts d'honneur, des dotations, des subventions, etc. Mais aussi trouver des clients. C'est le vrai challenge et en fonction des secteurs d'activité, des business, des modèles de business, le Covid a quand même redistribué beaucoup les cartes. Donc, on voit beaucoup de demandes d'accompagnement sur ce sujet-là. Et donc nous-mêmes, petite parenthèse, mais chez Willa, au premier confinement, quand il y a eu l'annonce du Covid, et on a réalisé que c'était quelque chose de bien réel, on a eu une chute des demandes d'accompagnement pendant 2 mois à peu près. Et depuis, on a une très, très forte demande d'accompagnement. Et c'est principalement sur comment je développe ma boîte, comment est-ce que je peux pivoter si mon entreprise existait déjà pour travailler et continuer à développer mon entreprise dans un nouveau contexte. Donc, moi, je partagerais plutôt le financement principal challenge. Est-ce que peut-être vous avez une autre question, une dernière question? Voilà, une dernière question. Je pense qu'il n'y en a plus parce que honnêtement, Flore, je te remercie beaucoup pour la présentation parce qu'elle était complète et elle nous accompagne, elle accompagne les structures d'accompagnement dans les différentes phases qu'elles peuvent rencontrer ou qu'elles doivent concevoir pour bâtir leur programmation. Donc, c'est très important. En même temps, si vous avez jonglé entre la partie, on va dire, contenu, objectif, très factuel, très structuré et tout ce qu'il faudrait faire autour qui concerne plus les billets sociaux, culturels que nous pouvons avoir, la préparation qu'il faudrait faire, soit pour les accompagnateurs, mentors, experts, etc., mais aussi pour les entrepreneurs femmes à accompagner. Donc, c'était vraiment très complet, je pense. On va demander, si possible, la présentation qu'on partagera avec les participants. Mais on voit l'expertise et on voit que c'est des années d'expérience sur ce sujet-là. Donc, vraiment, on te remercie pour ton temps, pour le partage de ces best practices. Je pense que ça va nous aider beaucoup en Tunisie pour structurer ou affiner un peu plus les programmes dédiés aux femmes. Donc, je vous remercie encore une fois de la part de tout le monde. Et j'espère à une prochaine. J'espère qu'après cette phase Covid, on pourra t'avoir ici en personne en Tunisie pour une session de partage avec les participants. Voilà. J'en serais ravie en tout cas et j'espère que ça peut vous apporter. Je vous envoie bien sûr la présentation dans la foulée pour que vous l'ayez tous et avec grand plaisir si ça peut vous aider et s'il y a ne serait-ce qu'une petite chose que vous pouvez prendre pour vous, j'aurais réussi mes 2 heures passées avec vous. Génial, super. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Merci Flore, au revoir.